Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver enfin pour filmer le deuxième épisode des recommandations culturelles. Et puisqu'on est en décembre, je souhaitais vous partager mon Deezer Rap de l'année. À la base, j'étais sur Spotify depuis très longtemps, mais j'ai partagé mon compte avec mon père et mes deux frères. Donc en fait, tous les ans, c'était votre top artiste, c'est Nino. Non, vraiment pas, non. J'ai quitté ce compte en octobre. Deezer m'a quand même dit « Voici ton rap de l'année 2025 », c'est-à-dire mon récap des 2 derniers mois. Bah, que dire de ce récap, à part qu'il est assez terrifiant puisqu'il contient très peu de chanteuses. Pour ma défense, les chansons de chanteuses que j'écoute sont souvent des titres tristes. Et donc j'écoute ça quand je suis un peu dans un bad mood. Et là j'étais dans un bon mood en fin d'année. On m'a déclaré super fan. Alors je suis partie des personnes sur la plateforme qui écoutent le plus ces artistes. De Jerry Lee Lewis, qui fait du rock'n'roll. J'ai notamment beaucoup streamé son album Breathless. Ensuite, on m'a déclaré super fan de Paul McCartney. J'ai écouté en boucle l'album Ram, qui est le deuxième album qu'il a sorti après la séparation des Beatles. Ma chanson préférée, c'est Monkberry Moon Delight. Que j'ai écouté tout l'été et qui est d'ailleurs dans les moments de vie de juillet qui sont sortis en privé. J'en profite pour rappeler que si vous êtes quelqu'un que je connais et que vous voulez être dans la newsletter des moments de vie privés, écrivez-moi. Je pense qu'il y a 5 ans, j'aurais détesté. Parce qu'il chante un peu en criant et c'est un genre de musique que je n'aimais pas du tout avant. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais que des chanteurs avec une voix très puissante et lisse, un peu comme Whitney Houston. Et donc j'aimais pas trop tout ce qui était chansons où on criait ou chansons à texte où on parle. Vous voyez par exemple Jacques Brel, je pense que j'aimais pas trop. Enfin si, j'écoutais Ne me quitte pas, mais c'est tout, ignorante que j'étais. On m'a aussi déclaré super fan du groupe The. Je ne connaissais pas du tout ce groupe et ça m'a été recommandé par l'algorithme Deezer qui a compris que j'aimais bien un petit peu le rock new wave. Et c'est génial. J'ai notamment saigné leur titre This is the Day. C'est l'un de leurs premiers tubes qui date de 1983. Across the blue sky. This is the day your life will surely change. Et enfin, on m'a déclaré super fan de Julien Clerc. J'écoute en boucle. Lily voulait aller danser. Après, je ne plaiderai pas pour cette chanson en disant qu'elle est objectivement géniale. Je sais pas si elle est objectivement réussie. Juste, je l'aime subjectivement. Elle est associée à plein de personnes que j'apprécie. On a beaucoup dansé dessus avec Séraphine. Et même dans ma famille paternelle, on fait des grandes fêtes de famille et on danse beaucoup. Et je pense que j'ai beaucoup de bons souvenirs associés à cette chanson. Quand on regarde ensuite ma liste des 10 top artistes. Deuxième artiste, Juliette Armanet. Seule femme de mon top artiste et qu'elle est deuxième. C'est quand même bien. Troisième, Dépêche Mode, que des hommes encore une fois. En ce moment, j'écoute en boucle. Trop fun à écouter en stéréo avec des écouteurs parce que ça fait dans vos oreilles et c'est très agréable, je trouve. Sixième artiste, Billy Joel, roi du monde. Je vous recommande Scenes from an Italian Restaurant qui est pour moi objectivement très bien. C'est un peu comme Bohemian Rhapsody, c'est très long et il y a plusieurs mouvements, plusieurs rythmes. C'est un petit opéra, vous voyez. Et pour terminer, 10e artiste, Johnny Hallyday. Bon voilà, ça surprend pas. Je reviendrai d'ailleurs sur Johnny Hallyday à la fin de cette vidéo. Pour finir cette partie musicale, je voulais vous parler du premier album de Marine, la gagnante de la dernière saison de la Star Academy. Je n'ai jamais regardé la Star Academy. Je pense que ça pourrait me plaire, mais je sais pas, j'ai pas le temps. Il y a trop de nouveaux épisodes tous les jours, donc je prends pas le temps. Et finalement, je suis tombée sur un live de Marine sur Des gens bien. Les 206, les pneus qui crissent sur le parking de Béthune.
les gueules franches, mains sur les hanches, yeux dans les dunes. Et quand c'est gris, les jours de pluie, et même les jours qui restent, c'est parce qu'on n'a pas le soleil, le mistral, les cigales et tout ce qui reste. Et tout ce qui compte, des gens bien. Ça m'a beaucoup plu, donc je me suis dit que j'irais écouter l'album et j'ai été très agréablement surprise. Je trouve que c'est un album vraiment chouette. Mes 2 titres préférés sont M'aimer tout le temps. Me relever maintenant, moi, mon corps, mes rêves, mes amours, mes emmerdes. Je dois vivre à temps, je dois m'aimer tout le temps, mais je sais pas faire. Et Dalida, qui est une chanson qu'elle a écrite au sujet de sa grand-mère qui a Alzheimer. Qu'est-ce qu'elle devient, Dalida? Tu me demandes chaque fois. Pour moi aujourd'hui tout est là. J'aurais voulu que tu le vois. D'ailleurs, pourquoi je suis passée de Spotify à Deezer? Parce que Spotify a donné de l'argent pour la campagne de Trump, qui est un dirigeant d'extrême droite avec lequel je n'ai aucune valeur en commun. Donc ça me posait un peu problème. En plus, Deezer, c'est une entreprise française. Ce ne sont sans doute pas des saints, mais je me dis c'est déjà mieux. C'est fatigant de parler comme ça non-stop, hein. Je sais pas comment font les profs. C'est tout pour la partie musique. Maintenant, parlons livre, littérature et écrivaine. J'ai lu mon premier livre d'Amélie Nothomb. Je trouve qu'elle est extrêmement drôle, elle a beaucoup de réparties et en même temps ça se voit qu'elle est très sensible. J'ai trop accroché avec sa personnalité et je me suis dit qu'il fallait que je lise un de ses livres quoi. Et cet été, en vidant ma maison puisqu'on a déménagé, j'ai vu qu'on avait La métaphysique des tubes que j'ai adoré. Ça se lit très vite, c'est assez petit et j'ai trouvé ça super drôle, mais je trouve Amélie est hilarante comme meuf. Vraiment, je lisais le truc et je riais pas que dans ma tête quoi, je riais vraiment. C'est une espèce de... C'est pas une autobiographie, peut-être une autofiction, je sais pas comment elle catégorise ce livre. En gros, ça raconte ses pensées et péripéties d'enfant quand elle vivait au Japon, puisqu'elle a grandi au Japon parce que son père était ambassadeur là-bas ou un truc comme ça. Et après, je me suis dit que j'en lirais un deuxième. On m'a conseillé de lire Soif, qui raconte la passion du Christ. J'ai un peu moins aimé. Peut-être qu'aussi, le fait que ce soit un thème religieux, ça m'a un peu bloquée. Je suis pas très fervente de ce genre de sujet. Et La métaphysique des tubes, je recommande vraiment. Second livre dont je voulais vous parler, Indiana de George Sand. Alors pardon, cette édition est absolument horrible. Qui a décidé de faire ça? Pourquoi du vert? C'est vraiment laid. C'est l'édition que j'avais dans ma bibliothèque, donc je l'ai lu. Je n'avais jamais lu George Sand. J'ai regardé l'année dernière une série sur France TV, je crois, sur George Sand. Il me semble que ça s'appelle La Rebelle. Comptez-vous que le pantalon vous donne du talent, madame? Ce que vous avez gribouillé ne présente aucun intérêt. Tous des jaloux et des lâches. Madame George Sand est une femme courageuse. Il suffit de lire ses livres pour le savoir. Sous un nom d'homme, elle combat au nom des femmes. La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand. Ça m'a un petit peu fait entrer dans l'univers de George Sand. C'est sa première œuvre intégrale, disons, qui date de 1832. Eh oui, ça remonte. Sur l'histoire d'Indiana, qui est une femme mariée, malheureuse, qui n'aime pas son mari. Et après, il y a des intrigues amoureuses avec un mec qui sort aussi avec sa femme de chambre, mais aussi avec son cousin qu'il a toujours aimé. Et ça marque donc le point de départ de ses réflexions et de son engagement quant à la condition des femmes mariées au 19e siècle. Enfin, c'est une fiction, hein, c'est pas un plaidoyer politique ou quoi. C'est très plaisant à lire, c'est assez court, hein. Mon édition fait 350 pages. Souvent, je trouvais ça drôle parce qu'il y avait un petit peu des espèces de déclarations d'amour très fleurs bleues. Par exemple, je vais vous en lire une, attendez. Lui, jaloux. Oh, je le conçois bien, à sa place je le serais, Indiana, ou plutôt à sa place je me tuerais, car être votre époux, madame, vous posséder, vous tenir dans ses bras et ne pas vous mériter, n'avoir pas votre cœur, c'est être le plus misérable ou le plus lâche des hommes. Voilà, c'est un peu drôle. J'ai beaucoup aimé, je recommande. De toute façon, George Sand, elle est trop badass comme meuf, donc lisez. En parlant des femmes mariées, il y a une réflexion que je me suis faite il y a quand même longtemps sur le fait que la femme, elle a pas de statut, enfin elle est juste femme, alors que le mari, il est homme et mari. Vous voyez, un homme, c'est-à-dire un individu adulte, masculin, mâle, disons. Si on dit que c'est un homme, le terme homme, ça renvoie à son identité individuelle, à son essence.
d'être humain mâle. Si je dis par exemple mon mari, j'exprime un lien de mariage avec cette personne, donc c'est son statut vis-à-vis de moi. Il a donc un statut juridique et un statut individuel, disons, c'est un homme et un mari. Je vais pas dire voici mon homme, enfin si on peut le dire, mais dire mon homme ça a une connotation un peu sans doute affective, mais ça voudrait dire un truc un peu de possession, comme si je possédais son individualité d'homme, alors que non. Je le possède pas, on ne possède pas des êtres humains, nous ne sommes pas des objets. Pourtant, la femme, si, elle est objectifiée, puisque mon mari dirait « Ah bah voici ma femme ». C'est-à-dire que... Bah vous avez compris quoi, il n'y a pas de terme pour désigner une femme. Après si, on peut dire époux, épouse. Il y a des alternatives, mais dans le langage courant, c'est rare. Et on dit je vous déclare mari et femme, pas je vous déclare époux et épouse. Mais bref, tout ça, c'est une réflexion que j'avais déjà eue dans le passé. C'est pas une révélation. Par contre, ce que je n'avais jamais remarqué, je bois, c'est que c'est la même chose pour les enfants. C'est-à-dire que, encore une fois, imaginons j'ai des enfants. Je suis la mère d'un garçon et d'une fille. Bah je vais dire mon fils et ma fille. Il n'y a pas d'autre terme qui existe dans la langue française. Donc encore une fois, un enfant mâle est un garçon et une enfant femelle est une fille. C'est leur essence, disons. Donc en gros, quand je dis c'est mon fils, explicitement, j'exprime notre lien de parenté. Par contre, c'est ma fille, c'est comme si je possédais son essence d'individu femelle, vous voyez ? Ça objectifie énormément. Étymologiquement, les termes fils et fille viennent, ça paraît logique, de la même racine. Disons que ça veut dire descendant, quoi. Donc c'est un peu logique qu'on dise mon fils et ma fille. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il n'y ait pas d'équivalent à garçon, mais pour les filles. On dit fille. En anglais, on a boy et son, et girl et daughter. Et c'est pareil pour mari et femme. En anglais, on dit man, woman, et wife et husband. Non, français, juste franchement, pourquoi se casser les pieds à inventer 2 mots pour désigner ces êtres un peu casse-couilles, là, les femmes Non mais c'est dingue quand même, à quel point le langage, enfin la langue française en particulier, est particulièrement misogyne. Et non, comme je dis, c'est pas que des mots, parce que les mots ont un sens et portent et façonnent nos représentations. Et c'est pour ça que c'est fondamental déjà de mettre en place un langage plus inclusif et de faire attention dès qu'on représente quelque chose, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, ou juste quand on parle, parce que les mots sont comme des représentations de la réalité, de toujours questionner l'imaginaire qu'on porte dans les mots, dans les images qu'on utilise, parce que ça a une signification et ça a une conséquence dans la vraie vie. Évidemment, cette question des femmes et des filles s'explique par des raisons historiques, parce que la femme était toujours la fille de ou la femme de quelqu'un. C'est aussi pour ça qu'on portait le nom de son père, puis le nom de son mari. Bah oui, parce qu'en vrai, la femme était un objet un peu. Quelle est la solution si on n'a juste pas de mots ? J'ai vu quelqu'un qui disait, un père qui disait que du coup, il avait une fille et un fils, et qui disait ma fille et mon garçon, pour justement que ce soit paritaire quoi, entre les deux. Et ça peut être une alternative. Mais juste, il faudrait créer des nouveaux mots. La langue française, il y a constamment des nouveaux mots qui sont créés. Il y a 2 mots en anglais, pourquoi pourrait pas y en avoir 2 en français ? Au pire, il n'y a pas de solution, mais au moins en être conscient, c'est déjà ça. Et à ce sujet, je suis tombée sur un post Instagram d'une maman qui disait « Mon fils a 5 ans et l'autre jour, il rentre de l'école tout sourire et il dit « Maman, on apprend les hommes de la préhistoire. » Et je lui demande « Et les femmes ? Elles étaient où les femmes de la préhistoire ?» Et là, son fils, il lui dit bah non, mais il n'y avait pas de femmes, enfin, on n'en a pas parlé, sinon on dirait les femmes et les hommes de la préhistoire. » Bah en fait, ça paraît logique. Bah oui, le petit, il a 5 ans, ils sont trop petits pour se dire « Ah oui, il y a des hommes et des femmes. » Et quand on utilise le terme « les hommes », c'est les hommes avec un grand H, mais on devrait dire les hommes et les femmes, mais pour inclure les femmes dans le discours. Donc voilà, les mots ne sont pas neutres et ont des conséquences dans nos représentations. C'est pour ça qu'il faut dire une autrice et pas une auteure, parce que déjà c'est moche et c'est pas assez distinctif. Faut dire une écrivaine, faut dire une ministre. Ça m'énerve, madame le ministre. Bah non, madame la ministre, qu'est-ce que ça t'empêche ? Ah, ça me saoule. Moi, je milite pour le langage inclusif, c'est très important. Maintenant, parlons cinéma. D'abord, je voulais vous recommander un film que j'ai vu très récemment, le biopic de Lee Miller, qui est joué par Kate Winslet et réalisé par Helen Kuras. Si vous ne connaissez pas cette femme, c'était une photographe américaine du XXe siècle, qui a notamment été reporter de guerre pour British Vogue. Elle est l'une des premières à photographier les camps de concentration en avril 1945, juste après que les nazis sont partis. Kate Winslet est particulièrement juste dans son interprétation, je trouve. Et surtout, j'ai adoré la construction du film. Je peux pas vous spoiler parce qu'il y a un peu un gros truc à la fin. Send me to Europe. I just want to do my part. I'm with Vogue magazine.
There's no women allowed in the press briefing. You gotta be kidding me. We don't send women to combat. Well, that's a problem, because I'm here. Why should the men get to decide? I'm heading to the front. That's not what I thought you were gonna say. Ready to go? Enfin, je voulais vous partager un second film qui est un classique du cinéma, Autant on emporte le vent, qui date de 1939. Si je vous en parle, c'est pas pour le saucer. Pas du tout. C'est un film qui dure 4 heures. Donc bon, déjà, faut avoir cet élément en tête. Ça prend place aux États-Unis au 19e siècle pendant la guerre de sécession. Des intrigues amoureuses, enfin il y a 43 000 intrigues parce qu'en même temps en 4 heures on en a le temps. En fait, en tant que femme née au 21e siècle, ce film m'a profondément dérangée car il présente de très nombreuses scènes de violence parfaitement banalisées à l'égard des femmes. Et c'est fou parce que j'en ai un peu parlé avec mon père qui avait vu ce film sans doute il y a longtemps et il était pas d'accord avec moi. Enfin, il m'a dit ah bon, enfin oui, ça représente les relations hommes-femmes au 19e siècle, quoi. C'est une représentation réaliste. Et oui, les relations hommes-femmes au 19e siècle étaient violentes. Et il a pas tort. Mais ce qui me gêne, c'est pas qu'on ait mis en scène la réalité d'une relation violente entre un homme et une femme, c'est que cet homme n'est à aucun moment traité comme un homme violent. Le personnage principal, qui est très beau, il faut le dire, mais ça ne fait pas tout, est vraiment présenté comme un homme malheureux, le pauvre, on l'aime pas. Ça se voit que le parti pris du réalisateur, c'est que nous, en tant que spectateurs, on ressent de la pitié pour cet homme. A contrario, le personnage féminin principal, qui est victime de violence de la part de cet homme, elle est plutôt diabolisée par la réalisation, au contraire, parce que c'est une femme qui a de l'ambition, qui sait tirer profit de sa condition de femme. Et donc quand on regarde le film, il y a un parti pris, c'est pas juste on nous montre de manière neutre les relations des hommes et des femmes au 19e siècle, non, c'est faux. Ah oui, évidemment, j'ajoute au montage que ce film est extrêmement raciste, même si ça me paraît un peu plus explicite, quoique on pourrait aussi entendre de la part de certaines personnes. Mais non, c'est juste une représentation réaliste des États-Unis au 19e siècle, donc oui, évidemment, c'était une société raciste, donc on représente le racisme. Non, c'est pas une représentation neutre du racisme. Il y a un parti pris du réalisateur qui est de sublimer avec nostalgie cette période aux États-Unis où les Noirs travaillaient gratuitement pour des Blancs, en mettant en scène des personnages noirs, méchants, stupides, ridicules et infantilisés, dont notamment des femmes qui sont donc victimes de racisme et de sexisme, puisque ce film est problématique en tout point. Bref. Il y a une réelle érotisation des violences. Il y a pas mal de fois des baisers forcés, volés, qui est un motif qu'on peut retrouver par exemple dans tous les James Bond, où la fille dit non et James Bond force et l'embrasse et après oh my god elle tombe dans ses bras parce qu'en fait il embrasse trop bien. Des non, en fait elle te dit non, c'est non. Et c'est tellement ancré dans nos représentations ce truc de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, faut dire non alors qu'en fait on pense que oui, nanana. Et aujourd'hui quand on demande à des hommes ou même des femmes est-ce que parfois un non peut vouloir dire oui, tout le monde va dire oui. Alors que ça devrait pas être le cas en fait, soit on dit oui soit on dit non. Sauf que ce genre de représentation est tellement présente dans les films qu'après ça infuse dans nos comportements individuels et après ça se finit en agression sexuelle parce qu'en fait la fille voulait vraiment pas et le mec était en mode ah mais non mais c'est comme dans ce film que j'ai vu en fait elle dit non mais en réalité elle veut oui et puisque je vais super bien l'embrasser elle va tomber dans mes bras et tomber amoureuse comme dans tous ces films d'action. Et au-delà du motif du baiser volé, il y a aussi carrément des menaces de féminicide. Mais qui passent comme une lettre à la poste. C'est pas du tout remis en question par la réalisation, ce genre de propos. En fait, les deux personnages principaux, la fille, elle aime quelqu'un d'autre depuis toujours. Et le mari, à un moment, est un peu énervé, pique une crise et lui dit si seulement je pouvais te le faire sortir de la tête. Il lui attrape la tête et il lui dit en gros je vais t'arracher la tête et te l'écraser. Fred, you... Observe my hands, my dear. I could tear you to pieces with them. And I'd do it if it'd take Ashley out of your mind forever. But it wouldn't. So I'll remove him from your mind forever this way. I'll put my hands so, one on each side of your head. And I'll smash your skull between them like a walnut. That'll block him out. It's not that easy, Scarlet. This is one night you're not turning me out.
Ce charmant fondu au noir peut donc être considéré comme une ellipse du viol conjugal qu'elle est en train de subir, et la scène qui suit, c'est elle qui se réveille toute pimpante dans son lit après avoir passé une merveilleuse nuit avec son super mari. Et je rappelle que ce film est considéré comme un chef-d'œuvre et une romance par beaucoup de personnes. Voilà, vous avez cerné l'idée de tout ce qui est problématique dans ce film. Je vois venir les personnes un peu réac, hommes et femmes. Bah voilà, on peut plus rien regarder de toute façon parce que tout est problématique. Oui, tout est problématique, c'est pas pour ça qu'on peut pas les regarder, faut juste les mettre en contexte, en discuter, déconstruire les biais qu'on nous inculque sans qu'on s'en rende compte. Et donc si cette question vous intéresse plus et si vous voulez des arguments plus solides que ceux que je vous donne là, je vous recommande de regarder l'excellente vidéo de Blast qui est une interview entre Salomé Saké et Chloé Thibault sur le livre de Chloé Thibault qui s'appelle Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer. Elle revient justement sur la culture du viol, les motifs comme le baiser volé, ce genre de choses qui inondent et gangrènent le cinéma, mais c'est le cas dans tous les arts. Et j'ai écouté aussi récemment un podcast sur la culture du viol dans les arts, et donc ça n'abordait pas que le cinéma, mais aussi la musique, la peinture, la sculpture. Il y a tellement de sculptures, le rapt de machin, où c'est juste présenté de manière belle, alors que c'est juste une meuf qui est en train de se faire violer. Et je vous disais tout à l'heure que j'allais revenir sur Johnny Hallyday, c'est à ce sujet. Johnny Hallyday, j'aime beaucoup ses chansons, et j'en écoute beaucoup. Cependant, il y a quand même des titres que j'écoutais quand j'étais petite et que je trouve réussis. Enfin, ce sont des chansons qui me plaisent, mais maintenant je ne les écoute plus parce que les paroles sont juste hyper problématiques. Par exemple, Requiem pour un fou, est-ce que vous l'avez en tête ? En gros, ça raconte l'histoire d'un homme, j'imagine qu'il est chez lui. On sait pas trop pourquoi, et il dit à la police « N'approchez pas, je vais tuer celui qui fait un pas, blablabla ». On écoute la chanson, on se dit « Pourquoi il est encerclé de policiers ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, le refrain, donc je sais pas, c'est comme sublimé quoi. Ce motif, il dit « Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps, son cœur. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Pour qu'un grand amour vive toujours, il faut qu'il meure d'amour. » Voilà, classique motif du crime passionnel. Avant, un mari tuait sa femme et il pouvait plaider comme circonstance atténuante. C'était un crime passionnel. Genre, il l'a tuée par amour, mais ça va pas. Qui est le parolier de cette chanson d'ailleurs ? Ce single, extrait de son album Derrière l'amour, est un des tubes emblématiques de sa carrière. C'est horrible. Alors que cet album Derrière l'amour est très bien. Écoutez le titre Derrière l'amour. C'est l'une de mes chansons d'amour préférées. Elle est très belle. Non mais, je vous lis de la page Wikipédia. Gilles Thibault écrit les paroles de ce requiem blues rock sur le thème du crime d'un fou d'amour suicidaire forcené qui, quitté par la femme qu'il aime et fou de rage et de douleur, la tue pour ne pas la perdre. Condamné à mort pour ce féminicide, il se laisse mourir à son tour. Qui est Gilles Thibault ? Oh, il a écrit pour Claude François, Johnny Hallyday et Michel Sardou, mais dis donc, quelle ribambelle d'hommes pas du tout problématiques. Tout ça pour dire que faut quand même avoir conscience des biais que ces objets culturels nous inculquent et il faut garder un regard critique dessus quoi. Parce que je comprends, le Requiem pour un fou, je pourrais prendre plaisir à l'écouter, je prenais plaisir à l'écouter. Mais là je me suis dit quand même c'est vraiment gênant quoi. Sinon pour parler de choses plus positives que la culture du viol, je voulais vous partager quelques posts Instagram qui m'ont beaucoup plu. À commencer par le compte de deux mecs qui sont cagoulés dans un sous-sol et qui chantent de la chanson française, à commencer par Annie Cordy, c'est absolument génial. Chaud, chaud, chaud. Dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, il y a des oiseaux fleurs, des dragons siffleurs. Ils ont aussi repris Bourvil. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Ou encore Michel Delpech. Prête à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Deuxième compte que je voulais partager, c'est un compte de restauration de tableaux qui s'appelle The Collector Restorations. Un mec qui restaure des tableaux et qui enlève l'espèce de couche jaunâtre sur tous les tableaux. Ça me fascine, c'est hypnotisant. Je pourrais regarder ça pendant des heures.
Dernier compte à partager, un compte de chien. C'est une meuf. Bon, en gros, elle documente la vie de son chien et elle a lancé une série de vidéos. Je sais pas si c'était une mise en scène le premier jour, mais après ça l'est devenu. Elle allait promener son chien avec un objet random. Par exemple, imaginons je perds la laisse de mon chien, il faut absolument que j'aille le balader. Je vais prendre un cordon de téléphone et je vais aller le balader avec ça. Sauf que c'est devenu un running gag et maintenant elle le promène avec les objets les plus farfelus qui soient. Still can't find her leash. I stole my mom's vacuum. Day 13. I still can't find her leash. Day 19. Still can't find her leash. Day 92. Still can't find her leash. I'm using my Chili's fried mozzarella. Ah! C'est super drôle, je trouve. En fait, ça me fait penser que j'ai pas recommandé d'exposition à Paris. Récemment, je suis allée voir l'exposition sur Colette qui était assez chouette. Il y avait énormément de manuscrits, c'était assez impressionnant. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vous intéresser à Colette. Nous, elle était au programme en Cagne. Donc j'ai pas appris masse de choses, mais quand même un peu. Et surtout, c'était marrant de retrouver un peu les citations que j'avais apprises pour l'ENS, que j'ai totalement oublié depuis, mais je les ai quand même reconnues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos propres consommations culturelles, me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai recommandé. On se retrouve vite pour un 3e épisode parce que en préparant cet épisode, en fait, j'avais beaucoup trop d'idées. Donc j'ai déjà de quoi faire un 3e épisode. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos vacances ou pas. Peut-être que vous n'en avez pas. De votre famille et de vos amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.